Aujourd'hui, on se rencontre. Moi, la personne que je rencontre, c'est un être très humain, c'est un humaniste. C'est de cet humaniste que je veux parler parce que je pense que ça a été le fil conducteur de votre vie, si je ne me trompe pas. L'être humain. Oui, hein? Évidemment, c'est un qualificatif très... Oui. Que je veux bien accueillir, mais en Oui. même temps, l'humanisme, c'est quand même quelque chose de très grand. Là. Mais je pense que vous y répondez parfaitement. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout gênée d'employer ce mot-là. Premièrement, vous venez d'une belle grande famille. Ça, en partant, ça donne des qualités quand la famille est unie, chaleureuse. 14e de 15 enfants. 14e de 15 enfants. Oui. J'ai été gâté. Même le 14e de la famille, on est encore gâté. Alors, oui. Et vos parents, vous me disiez que vous aviez un père positif, plein d'espoir. Ça, c'est beaucoup. je pense que ça a été justement déterminant moi-même dans ma vie parce que dans la suite des choses, bien sûr, ces deux valeurs-là, l'espoir, l'aspect positif de la vie, pour moi, là, ça a été des moteurs importants. Tout à fait, Oui, tout à fait, oui. oui. Et votre mère aussi était une femme... Ma mère qui était une personne très affectueuse, qui prenait le temps de me bercer, qui prenait le temps de nous cajoler. Malgré que vous étiez plusieurs, hein? Il y avait tout le temps du temps pour elle. Il y avait tout le temps du temps pour ses enfants. Fait qu'on grandit dans un climat où on sent que l'être humain est ce qu'il y a de plus important, déjà, en partant. C'est pour ça, il y a un moment, quand tu m'as demandé quelle était la qualité de l'humanisme, pour moi, c'est d'abord l'accueil. L'accueil. Et vous étiez déjà, je pense que les enfants portaient ça en eux parce que plusieurs chez vous ont travaillé dans le... Oui, justement, j'ai dans le monde deux social. de mes sœurs, les plus âgées, qui sont devenues missionnaires avec les Esquimaux. C'est pas rien, ça. Qui sont partis plusieurs années, étaient absentes de la maison, et quand ils sont revenus, bien pour moi, au départ, il y en a une, j'avais 4 ans quand elle est partie. Quand elle est revenue, j'avais 14 ans. Elle se demandait qui était qui. Ah oui. J'ai aussi un grand frère, Rosaire, qui a travaillé beaucoup, lui, au Mont-Saint-Antoine à Montréal, avec des jeunes mésadaptés et socio-affectifs. Et ça a été vraiment mon modèle, mon mentor. Oui, hein? Celui qui m'a initié là, votre frère Rosaire. à la vie là, des jeunes, la vie difficile parfois des jeunes. Ah oui, c'est ça. Donc, en partant, vous aviez ces modèles-là devant vous, en plus de parents très, très aimants. Ça allait de soi que vous alliez finir par travailler là-dedans. Pour moi, ce que j'appelle mes racines. Mes racines ont été profondes à cette époque. Oui. Et quand les racines sont profondes, bien, même s'il arrive des petites tempêtes à l'occasion, je pense qu'on réussit à passer au travers. On ne réalise pas vraiment à quel point, dès la petite enfance, le climat familial laisse une empreinte importante. Oui. Et je pense qu'il faut bien se le dire, de nos jours, c'est plus difficile peut-être ça, parce que les familles sont peu nombreuses. C'est sûr que nous, avec la famille nombreuse comme ça, l'entraide, la solidarité, le partage, ça faisait partie du quotidien. Là. Tout à fait. On n'a pas, le choix, mais en fait, ça allait de ça fait soi. partie de la vie à ce moment-là. Ça fait partie du quotidien. Oui. Puis, moi, j'en suis très reconnaissant d'ailleurs. Et vous étiez à Saint-David de Yamaska, donc près de Sorel. À mi-chemin entre Sorel et Drummondville, un petit village. Oui, OK. Près du fleuve? Non, c'est quand dans les même terres? une quinzaine de kilomètres de Sorel. Et puis un milieu rural, évidemment, parce que avec 15 enfants, il fallait trouver des moyens de se nourrir aussi. Tout à fait. Votre papa était cultivateur? Oui, fermier, puis double emploi à l'occasion pour réussir à joindre les deux bouts. Hein. Je comprends. Mais c'était pas la grande misère. Non, c'est ça. Vous aviez toujours l'impression d'être heureux. Il vous manquait jamais rien, finalement. Absolument. Puis, ou s'il en manquait, il ne vous le faisait pas sentir. Il n'en manquait jamais. Il n'en manquait jamais. Non, c'est ça. Quand il n'avait plus, il n'avait encore, comme il nous disait. Alors, vous êtes entré à l'école. Ensuite, vous avez fait le collège classique, je pense. Hein? Voilà. À cette époque, évidemment, on n'avait pas ni l'école secondaire proche, ni ça n'existait pas de toute façon, ni le cégep. Alors, si on ne faisait pas le travail à la ferme,
on allait au collège classique. Et moi, c'était mon expérience et j'ai beaucoup aimé, malgré que certains ont de la difficulté avec ça. Moi, j'ai de beaux souvenirs de mon époque de collège. Mais c'était un privilège quand même d'avoir accès à des études. Effectivement. Tout à fait. Et on n'avait pas, justement, mon père n'avait pas les sous pour payer, évidemment, parce qu'on était pensionnaires ici. Alors, c'est les religieuses qui m'ont accueilli. Les religieuses qui étaient voisins de séminaire, qui m'ont accueilli, qui me nourrissaient. Et c'est ça, on réussissait toujours à trouver une solution. C'est incroyable. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que vous étiez positif, je suis convaincue de ça, moi. Et donc, très tôt, vous avez fait des études, finalement, vous avez fait le cours classique et votre premier emploi, ça a été déjà, je pense, à Montréal, vous avez travaillé. Ça demeure encore une institution sur le boulevard Gouin où on accueillait des jeunes, dans ce temps-là, on disait des jeunes orphelins. Des jeunes orphelins et aussi des jeunes mésadaptés. Et on avait une vingtaine de jeunes qui étaient là, en attendant évidemment peut-être le marché du travail, puis il y en avait qui étaient rendus à 17, 18 ans. Là. Et il n'y avait pas de foyer, donc moi, avec évidemment deux autres personnes qui étaient là à cette époque, je suis devenu un petit peu le frère et peut-être même un petit peu des fois le père de ces jeunes, parce que j'ai toujours réussi, je crois, à avoir une bonne relation avec les jeunes, et ça, je pense, ça a été pour moi très précieux. On s'approchait facilement de moi et moi, je les approchais facilement, ils s'approchaient facilement de moi. C'est ça. Et à cette époque, c'était des jeunes qui étaient en difficulté. On était dans quelles années? Là, on était en 56, 58. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et même la deuxième année, on m'a demandé si la clientèle était trop nombreuse à ce moment-là dans la première maison. Alors, on a loué une deuxième maison et là, j'étais seul avec ce groupe de jeunes. Où il fallait faire la nourriture, où il fallait se lever la nuit pour ceux qui avaient mal aux dents. Il fallait aussi, je dirais, quémander chez des marchands. Tout à fait, le pain et le lait. Oui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de jeunes qui étaient plutôt violents, agressifs ou... C'était pas comme on disait à l'époque, des caractériels. C'était pas non plus des enfants, là, disons, agressifs. Non, c'était plutôt des enfants qui étaient en quête d'amour. Et de sens à leur vie. Et de sens à leur vie. Oui, d'amour et de sens à leur vie. Donc, s'approcher d'eux, les reconnaître comme étant des personnes à part entière, c'était déjà pour eux un privilège. C'est un petit peu remplacer leur manque qu'ils avaient eu probablement au niveau familial. On ne veut pas tout mettre sur le dos des parents, mais ça reste que... Et je vous dirais même que pour moi, ces jeunes, dans les premières années particulièrement, sont comme devenus mes maîtres. Mes maîtres. J'ai appris beaucoup d'eux. Vous avez appris d'eux? Beaucoup. J'ai appris beaucoup sur la vie, je dirais, parce qu'ils venaient me raconter leur expérience de vie. C'était parfois des agressions, c'était parfois des vols. C'était la solitude, hein? La solitude. Tout à fait. Quand tu as 14, 15 ans, 16 ans, tu n'as pas de racine, justement. C'est ça. C'est une feuille au vent. Le sentiment d'abandon qui est tout le temps présent, j'imagine, de se sentir abandonné terriblement. Vous avez travaillé 10 ans avec eux. C'est-à-dire au départ 2 ans à Montréal et par la suite 8 ans à Québec. Et là, c'était à Québec un peu le même genre, mais avec des enfants beaucoup plus, j'allais dire, difficiles, dans le sens où c'était des jeunes qui avaient fait comme on disait dans le temps, qui avaient fait des coups, alors qui étaient en centre fermé, qui étaient en réhabilitation, effectivement. Alors là, il y avait justement des caractériels, des psychopathes. Et là, moi, parallèlement, j'ai évidemment entrepris des formations spécialisées dans ce domaine-là, tout en étant au travail. Et d'une part, au moment où je recevais la formation, j'allais au quotidien expérimenter. Vivre, ça, c'est ça. Dans le fond, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'on a beau avoir une connaissance académique, quand en plus on est sur le terrain, on peut voir vraiment ce qui se passe. Vos professeurs devaient apprécier ça beaucoup, en fait. Oui, les échanges à ce moment-là devenaient beaucoup plus concrets. Tout à fait. Alors, vous avez fait quand même une maîtrise à ce moment-là, à l'Université de Sherbrooke, c'est bien? Oui, c'est-à-dire que de Québec, je suis déménagé à Sherbrooke.
Sherbrooke pour toutes sortes de raisons à ce moment-là. Économiques d'abord, parce qu'on était tellement peu reconnus dans notre travail, qu'on avait des salaires difficiles. Et une occasion s'est présentée pour aller à Sherbrooke. Et là, est arrivé, je dirais, un événement. Mon directeur de Québec était déménagé à Sherbrooke. Il cherchait un enseignant qu'il avait connu à Québec. Et moi, comme j'avais beaucoup aimé ce directeur, bien, je l'ai suivi finalement à Sherbrooke. Et là, c'était pour moi une nouvelle découverte parce qu'on m'a offert l'enseignement. Et l'enseignement en formation personnelle et sociale, et aussi l'enseignement religieux. Donc, une autre expérience dans ma vie. Alors, je me suis inscrit à l'université pour faire la maîtrise en enseignement religieux moral, formation personnelle et sociale. Et là, je suis parti pour un autre 10 ans. Ah, wow! Merveilleux, des années absolument merveilleuses. Oui, parce que là, vous étiez dans une école secondaire, haute clientèle, parce que c'était au régulier, cette fois-ci. C'était une école secondaire régulière, 2000 étudiants à peu près, là. Et c'était l'époque aussi des années 70. Oui. Et moi, j'ai bien vécu ces années-là, évidemment, parce que j'avais pas 40 ans peut-être. Et c'était l'époque, bien sûr, de la Révolution tranquille. Grands bouleversements sociaux, oui. L'époque, comme on disait dans notre école, l'époque des vestes de cuir, du pot. Peace and love, oui. C'est ça. Alors, oui. beaucoup de plaisir avec ces jeunes, donc, qui étaient en quête de sens, encore une fois. Oui, qui changeait le monde, parce que le monde changeait. Effectivement. À partir de la guerre du Vietnam et tout, là, ça a été comme une grande conscience sociale. Je pense que les jeunes avaient besoin de défoncer des portes qui étaient fermées depuis longtemps, de re-questionner le monde, et ça... Vous leur permettiez de faire ça. Vous les écoutiez. Justement, je pense que c'était des moments dont je me souviendrai toute ma vie parce que on avait à cette époque-là la possibilité de faire des choses qui n'étaient pas peut-être dans les règles, qui ne sont plus dans les règles maintenant, en tout cas. C'est que, par exemple, moi, à l'occasion, je proposais aux jeunes, on avait des discussions très intenses pendant les cours. Et le soir, je disais aux jeunes, si vous avez encore des questions qui ne sont pas... que vous avez envie de partager, je disais, moi, je me rends disponible. Alors, on faisait des petits groupes, des fois le soir, comme ça. Des groupes de discussion. Des groupes de discussion, sans vraiment très informels, j'allais dire, simplement pour les accompagner peut-être dans leur cheminement, dans Et leur il répondait à question. cette invitation-là? Il venait beaucoup vous voir, ça, c'est Ma incroyable. conjointe, justement, se faisait un plaisir de partager avec moi là, toutes ces réunions. Et Elle vous suivait, elle venait à ces discussions-là. Oui, non seulement elle venait, mais elle participait. Et les jeunes l'aimaient beaucoup parce qu'elle avait, je dirais Madeleine, ma conjointe Madeleine avait et elle a toujours une capacité d'accueil très particulière. Particulièrement pour les gens blessés, les gens qui cherchent. Les gens et pour accueillir comme ça, en fait, ça prend... Il ne faut pas juger, j'allais dire, ça prend un non-jugement. Mais en fait, il faut être complètement ouvert et ne pas juger la personne. Hein? J'imagine. C'est un peu ce que je voulais dire au départ, quand tu me parlais de l'humaniste tantôt. Je pense que pour moi, la grande qualité d'un humaniste, c'est d'abord l'accueil. L'accueil de sa propre personne d'abord. Savoir qui on est, où on va, d'où on vient, où on va. Quelle est ma mission. Alors, l'accueil de soi. Et bien sûr aussi l'accueil des plus proches de nous, le conjoint, les enfants, l'entourage, l'environnement. Alors, l'accueil de l'autre qui est proche, l'accueil de l'autre qui est en quête de sens, l'accueil de l'autre qui est orphelin. Moi, je pense à Marcel, qui a fait de notre maison son foyer un bout de temps. Parce que vous avez accueilli des jeunes chez vous. Oui, je pense aussi à cette autre jeune qui avait fait plusieurs tentatives de suicide et qui aujourd'hui, qu'on voit encore, elle est devenue intervenante, comment on dit, psycho. Oui. L'accueil aussi des étrangers. Oui.
Avec leurs valeurs, avec leurs valeurs. leurs coutumes. Les Cambodgiens, on a accueilli des familles de Cambodgiens, des petits jeunes Vietnamiens, pas Vietnamiens, mais des petits jeunes Chinois. L'accueil, finalement, de celui qui est en mal de vivre, de façon plus précise. Voilà. Celui pour qui la vie ne fait plus de sens. Et ça a été un petit peu la quête de votre vie que vous avez très bien réussi. Et même, j'allais presque dire, je le dis en toute simplicité, l'accueil de l'autre avec un grand A. Pour moi, je pense que le travail auquel j'ai été confronté m'a amené souvent à me sentir un peu dépassé par la tâche, par la mission, par l'importance de la présence, d'une présence authentique, une présence vraie. Et pour moi, l'accueil de l'autre dans ma vie, l'autre avec un grand A, c'est celui qui a été justement mon support et qui est encore aujourd'hui mon support dans toutes ces situations-là. Voilà. C'est ce qui vous a rempli aussi. Vous êtes une personne pleine de toutes ces expériences que vous avez, toutes ces rencontres que vous avez faites, vous ont fait ressortir encore plus... c'est que finalement, plus grand. Je pense que c'est Mère Teresa qui disait, quand on fait du bénévolat, il faut être un petit peu égoïste pour faire du bénévolat, pour se donner généreusement. Bien, moi, j'en ai toujours ressenti beaucoup de satisfaction aussi. Là. Ouais. Et puis, à un certain moment donné, votre travail s'est concentré, on va dire, après un certain événement, s'est concentré sur vraiment le mal de vivre des jeunes. Après, 20 ans de carrière, bien sûr que, bon, on est rendu peut-être dans les années 80. Et dans les années 80, on commençait à parler de la retraite 55 ans. Oui, et là, liberté je me disais, 55. bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, déjà, j'étais en quête de ça, là. Oui. Et tout à coup, un événement, parce que moi, dans l'école où j'étais, on avait eu, dans les années précédentes, on est en 1981, on avait eu dans les années précédentes des cas de suicide dans l'école. 3 années consécutives où on avait eu un suicide chacune des années. Et moi, bien sûr que dans mon enseignement, dans ma carrière d'enseignant, j'étais au courant de cette situation-là, mais sans plus de, je dirais, d'oreille, parce que je me disais, voyons, pourquoi? Ça paraissait comme irréel, hein? Oui. Et là, ça commençait à faire partie un petit peu du climat social dans lequel on était, là. Oui. Les jeunes cherchaient, pas de réponse, et bon. Or, en 1981, ça fait maintenant 34 ans maintenant, 33 ans, moi j'ai été confronté à la mort par suicide d'un jeune que je connaissais bien. Un jeune de 13 ans, c'est-à-dire on l'avait fêté à 14 ans la veille. Et un enfant tout à fait attachant, un enfant dont tout parent aurait souhaité avoir. Oui. Mais en même temps, quand on est jeune comme ça, des fois on cache un peu ce que l'on vit. Et je pense qu'après coup, on a réalisé que cet enfant-là vivait de la dépression. Même à 14 ans, on peut vivre de la dépression. Tout à fait. Et moi, j'ai passé à côté. Je n'ai pas été à l'accueil peut-être suffisamment à ce moment-là parce qu'on se rencontrait souvent. Il était même venu faire du camping avec nous dans l'été. Il était l'ami de mon fils. Alors, moi, quand l'enfant me disait je vais pas bien, moi je lui disais bon, on va aller jouer au tennis, on va aller jouer à la balle, on va le distraire, autrement dit. Mais je n'avais pas compris. Et ça vous a culpabilisé, ça, beaucoup. De ne pas avoir compris? Beaucoup. Oui. Mais pourtant, c'est très difficile à cerner. C'est un problème qui est difficile à cerner, qui est difficile à voir quand même. Ça culpabilise et en même temps, on ne veut plus que ça arrive. On ne veut plus, non, c'est vrai. On ne veut plus que ça arrive. Et le pourquoi, la personne part avec son secret. Voilà, c'est ce qui est le plus douloureux. Donc, oui. Ce jeune homme était un jeune, je l'ai dit tantôt, très brillant. Et moi, un jour, j'ai décidé
que maintenant, on prendrait son héritage d'enfants brillants, d'enfants attachants, et qu'on en ferait un projet, une mission même. Une quête, de vie. Oui, Oui. oui. Pour que cette situation-là ne se répète plus jamais. Oui. Et cette mission porte un nom, en fait. Oui. C'est un organisme que vous avez fondé qui s'appelle Je vis. Je vis, oui, oui. Et le nom beau. dit bien, je pense, ce qui est fondamental dans le projet, c'est que d'abord, Je vis, ce sont des initiales de prénoms de jeunes. Comme Jean, Éric, Vicky, Isabelle. Ce sont des prénoms de jeunes. Et c'est en même temps, je pense, leur cri. Oui. Je vis. Oui. Oui. Parce qu'il y a une phrase, il y a une phrase que j'ai lue dans un article que vous avez écrit, que j'ai trouvé ça magnifique, en fait, quelques phrases, dont une qui dit « Le suicide, c'est d'abord une question de vie. » Oui. Fait que vous avez voulu comme voir la vie au travers de ces événements, plutôt que voir la mort, finalement. C'est que, finalement, le suicide, c'est le geste d'un vivant. Le suicide, c'est le geste d'un vivant. C'est le geste de quelqu'un qui a un nom, qui a un visage, qui a une histoire personnelle. Un jeune, parfois, souffrant. Hein? Et en même temps, si on sait s'approcher d'eux ou si on se fait complice, je dirais, de leur quête de sens, ces jeunes-là peuvent nous surprendre dans leur force de vie aussi. Parce que moi, je dis toujours que si la vie est fragile, elle est aussi porteuse d'étonnantes puissances de vie. Et moi, à travers cette expérience à Je vis, d'abord, on a voulu en faire un complot pour la vie. Pour nous, au départ, il fallait évidemment voir ce qui se passait, quelles étaient les ressources qu'il y avait dans le milieu. Il y en avait très peu à cette époque, très très peu. Premièrement, c'était tabou, il ne fallait pas en parler. Non. Et moi, quand je suis allé parler de ça à la commission scolaire, on m'a dit « Non, monsieur, on ne parle pas de ça dans nos écoles. C'est incroyable. On va tarer la commission. » Et pourtant, vous me disiez que les chiffres étaient faramineux. En fait, on était un des pays les plus touchés. En 1981, effectivement, les statistiques révélaient qu'au Québec, là, on avait un taux parmi les plus élevés au monde chez les jeunes de moins de 18 ans. Les jeunes, tout âge confondu, j'entends, de moins de 18 ans et tout sexe confondu aussi. Plus de garçons, bien sûr, parce que les garçons font plus de suicides chez les garçons. Par contre, les filles faisaient plus de tentatives. Alors, donc, les garçons ont une impulsion peut-être un peu plus des moyens plus radicaux, plus impulsifs. Oui. Alors, donc des taux très élevés. Et il fallait d'abord voir comment peut-être organiser ce service, on peut parler comme ça. Alors moi, c'est sûr que seul, on ne fait pas grand-chose dans la vie. Hein? Alors j'ai commencé par faire des petits groupes, des petites cellules, groupes de soutien, groupes d'action, groupes d'aidants naturels. Et j'ai surtout voulu que des jeunes soient déjà impliqués dès le départ. Dès le départ, moi, je voulais que les jeunes soient nos porte-paroles pour savoir c'est quoi qui se passe, c'est pourquoi que vous avez des amis qui font des gestes comme ça. Donc, on a commencé évidemment de façon très timide, mais c'est pas long que ça a fait boule de vie. J'aime ça. Boule de vie. Parce que l'approche qu'on a privilégiée à cette époque-là, c'est qu'au lieu de dire on va faire la prévention du mal de vivre, on va tenter de faire la promotion du mieux vivre. Ah, ça c'est bien, oui. On a pris le problème un peu à l'inverse. À l'inverse, Et ça a été vraiment notre clé de voûte, je dirais, là. Vraiment notre clé de voûte. Vraiment focusser sur la vie, sur le bonheur. Essayer de redonner le bonheur aux gens, finalement. Moi, je rencontrais les jeunes le midi et je leur demandais, bien, qu'est-ce que dans notre école, qu'est-ce qui ne va pas dans notre école? Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné qu'on perd comme ça le fil et qu'on veut même en arriver à disparaître? Hein? Et là, moi, j'écrivais. Et là,
de ces informations, je suis parti en réflexion. Là, j'ai mis 2 ans de réflexion, par contre, là. Avant de dire, on a un projet, on le raffine et on le met en action. Et finalement, en 86, justement, là, on a mis sur pied la Fondation Je Vis, qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui. Et encore active. Et très active. Et justement, là, on a une très belle organisation avec des gens qui ont poursuivi le travail dans la même, avec la même optique de... Et la philosophie est restée la même. Voilà, c'est ça. La même philosophie d'action. Et c'est devenu votre travail principal, en fait, pendant 25 ans. Ça a été, par la suite, là, moi j'étais directeur de l'organisme pendant 10 ans. Et par la suite, ben, j'ai commencé à déléguer parce qu'on a quand même plusieurs employés maintenant. Là. On a notre maison même, notre propre maison. Dans laquelle, évidemment... à Sherbrooke, je pense. À Sherbrooke, oui. Mais en même temps, évidemment, au départ, ça ne s'était pas limité à Sherbrooke parce que il n'y avait rien d'ailleurs qui se passait. Et là, on me téléphonait, moi, est-ce que tu peux venir nous dire comment vous faites ça chez vous? Mais oui. Avez-vous fait des petits comme ça? Est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, je ne dis pas que ça dépend de nous, mais il y a 32 centres de prévention aujourd'hui à travers le Québec. Et ces 32 centres agissent un petit peu avec la même philosophie. Et dans ce sens-là, je pense que notre organisation à Sherbrooke a aussi souvent des demandes pour l'extérieur. Donc, c'est pour ça que ça demande un personnel vraiment là, spécialisé. Au lieu, par exemple, de travailler uniquement sur les facteurs de risque, on a dit on va travailler sur les facteurs de protection. Comment les jeunes ont besoin de développer leur estime d'eux-mêmes. Tout à fait. Comment... Et ça c'est vraiment un point majeur, l'estime d'eux-mêmes. On a longtemps complètement passé à côté. Hein. En fait, ça n'avait pas... ça ne voulait rien dire avant. Et c'est là qu'on a mis sur pied ce qu'on a appelé des semaines du mieux vivre, où justement on essayait de travailler avec les jeunes, comment on peut développer l'écoute, la communication. Oui. C'est vraiment très, très intéressant. Et je suis en train de me dire que la pomme est tombée tout près de l'arbre, en fait, parce que déjà vos parents avaient ce sens-là de l'accueil de l'autre. Et puis, vous avez aussi fait une famille au travers de ça. Il ne faudrait pas les oublier. Vous avez eu 3 grands garçons. J'ai tardé pour le dire parce que j'avais hâte de vous en parler, parce que moi, la vie était super bonne pour moi. Elle l'est encore d'ailleurs. J'ai eu la chance de rencontrer une épouse exceptionnelle. Une belle histoire d'amour. Très, très belle histoire d'amour. Oui. Une femme aussi très sensible à la misère de l'autre, très ouverte, compréhensive et qui, vous savez, que soir après soir, elle m'accueillait. Des fois dans des situations qui n'étaient pas vraiment trop faciles parce qu'il fallait tout mettre en œuvre, hein, c'est ça. C'était beaucoup, c'était gros. Là. Et quand moi je revenais le soir avec des situations qui s'étaient passées dans la journée, j'avais aussi besoin d'en parler, elle était à mon écoute. Tout à fait, Donc, pour moi, Madeleine, c'est la compagne, la complice de ma vie. L'âme sœur. Et qui demeure encore la complice de ma vie après 53 ans de mariage. 3 enfants, 3 garçons, 4 petits-enfants. Oui, 3 grands garçons qui maintenant, évidemment, font leur chemin aussi. Qui n'ont pas le choix, eux aussi, d'accueillir les gens parce que vous avez, vous occupiez aussi de nouveaux arrivants. Oui, mon deuxième fils, Sylvain, entre autres, qui était responsable d'une maison pour les réfugiés. Mon plus vieux, lui, il va à la conquête du monde. Lui, c'est un voyageur. On en a besoin aussi, hein? Il va ramener avec les bagages. Il arrive de passer 4 jours dans le désert. Il est allé se ressourcer dans le désert. Alors, et puis, c'est ça, les enfants, évidemment, puis nos petits-enfants, même chose. On a 2 qui ont fini leur université. On a beaucoup de fierté pour eux. On a 2 belles jeunes filles, 13 ans, 8 ans. C'est le temps d'être heureux, là. C'est votre temps pour récolter votre bonheur. Ça nourrit la vie. Ça nourrit la vie, tout comme votre implication a dû vous nourrir aussi énormément. Beaucoup. On va terminer avec mon petit questionnaire que j'aime bien poser aux gens. Et déjà, je savoure vos réponses parce que je sais qu'elles vont être belles. La première. Quelle est pour vous la plus belle qualité humaine?
Je suis content que vous me la posiez. Oui? Parce que pour moi, j'ai toujours pensé que cette qualité-là devrait faire partie de toute personne humaine. Oui. J'en ai eu l'héritage de ma famille et cette qualité, je pense, c'est l'accueil. Ah oui, tout à fait. L'accueil, je l'ai dit tantôt, je le répète encore une fois, parce que l'accueil de cette personne, d'abord, comme ayant une histoire personnelle. Hein? Oui. On a tous chacun notre histoire personnelle. Il faut d'abord s'accueillir. Hein? Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Oui, hein? c'est vrai. Et à ce moment-là, ça te donne la mesure de ce que tu peux faire. Oui. Alors l'accueil de soi, et après ça, quand on a découvert nos forces, on accueille l'autre dans ce qu'il est, dans son besoin. On accueille l'autre dans sa réalité d'aujourd'hui. Oui. On accueille parfois l'échec. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'acceptation. C'est l'événement. Accueillir oui. l'événement. Accueillir l'événement. Accueillir sa vie, finalement. Son chemin de vie. Accueillir la maladie, parfois. Oui. Oui. Accueillir le bon. Oui. Et le beau. Oui. Aussi, bien sûr. Quelle belle qualité, effectivement. Accueillir l'autre, hein? Je ne l'oublie pas. Non. Accueillir l'autre avec un grand A. Oui. C'est très beau. Ah, et si on vous donnait une deuxième vie, qu'est-ce que vous feriez? Vous n'avez pas eu le temps de faire dans cette vie-ci. À 78 ans, une deuxième vie, je la prendrais. Oui, hein? Je la prendrais. Elle serait tout à fait semblable, sauf une chose, peut-être. Ah, oui, laquelle? il y a une chose, peut-être, pas que je referais, enfin, que je ferais. C'est que moi, en 1984, j'ai fait un voyage à Haïti, en Haïti, oui. Et j'ai été très interpellé par cette expérience en Haïti, une expérience d'immersion dans laquelle j'ai pu aller voir comment une autre culture, comment dans d'autres cultures on pouvait, j'allais dire presque trouver sens à la vie, là, parce que les autres, évidemment, vivent dans l'extrême pauvreté. Avec des moyens très rudimentaires. Hein. Et j'ai appris tellement de belles leçons à Haïti. J'en suis revenu avec le goût de voyager. Et nommez-moi 3 choses, on parle de choses non matérielles, là, que vous aimeriez laisser à votre descendance. Je me doute de votre... On a dit, bien sûr, pas des choses matérielles. Non, alors, pas de voiture ou de maison. Ça, justement. Alors, une chose, oui, certainement, que j'aimerais laisser, moi, à mes proches, c'est la détermination. La détermination. Parce que, quoi qu'on fasse dans la vie, je pense, on a tous, en quelque part, une responsabilité. On a tous, en quelque part, on doit faire notre place. Et cette responsabilité-là, je pense qu'on se doit de l'assumer avec détermination. Je vais même dire avec passion. Oui. Parce que on travaille quand même à peu près 40 ans dans notre vie, des fois 50 ans. Hein? Et c'est important, ce qu'on fait, de sentir qu'en quelque part, on a du pouvoir sur ce qui se passe. Les choses ne sont pas déterminées d'avance, on a du pouvoir sur ce qui se passe. Pour ça, moi, des fois, je dis souvent à qui veut l'entendre, quant à moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des événements et il y a des personnes. Et dépendamment des événements et des personnes qu'on rencontre, ça vient changer la vie. Alors, il y a des tournants, savoir les prendre, les tournants, la détermination, oui. Donc, une détermination d'aller au bout de ce qu'on veut faire, de sa mission. D'aller au bout, même si parfois on fait face à des obstacles majeurs. La générosité. Ah, ben là, oui. Ça, quant à moi, c'est une belle qualité, la générosité, parce que c'est une qualité un peu exceptionnelle, parce que, vous savez, dans la générosité, celui qui reçoit est gagnant, et celui qui donne est gagnant. Oui. Et en troisième lieu? L'espoir. Oui. Oui. Moi, premièrement, pour moi, l'espoir, c'est l'oxygène de la vie. Et quand on n'a pas d'oxygène, hein, on meurt à petit feu. Et j'ai tellement vu, moi, de jeunes, même d'adultes, se cacher derrière le mur du désespoir à l'occasion.
Et quand on réussit à créer une brèche dans ce mur et qu'on laisse entrer la lumière, tout est permis. Donc, je pense qu'on a tous cette responsabilité-là d'être des personnes d'espoir, des personnes allumées, des personnes qui sommes capables, mettons, devant l'échec, de dire bon, on se relève. Oui. Et le soleil est en arrière des nuages. Hein? Wow, oui. Et le livre de votre vie porterait quel titre? J'ai déjà écrit. Vous avez écrit? Oui. Pas de biographie? Pas tout seul, pas tout seul. C'est vrai, vous avez fait un j'ai collectif. participé à un collectif avec un groupe de l'Université de Sherbrooke, Oui. avec des gens très intéressants là, avec lesquels on a fait beaucoup de discussions et on a finalement sorti un collectif d'une couple de 100 pages à peu près sur et le thème. On m'avait demandé, moi étant impliqué avec en prévention, on m'avait demandé de choisir le thème. Alors j'avais choisi comme thème le suicide chez les jeunes, un cri pour la vie. Écoutez, un jour, moi, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Lucie, qui avait vécu un épisode suicidaire important et qui vient me voir, après évidemment avoir repris ses forces vives, et qui me dit, Claude, moi, j'aurais un thème à suggérer pour l'organisme. Je vis. Alors, bien sûr, à ce moment-là, on était dans les premières années, on n'était pas tellement organisé, on n'avait pas de slogan, si on peut dire, comme tel. Et Lucie me dit, moi, le slogan que je vous propose, Claude, c'est la vie, avec des petits points, c'est la vie. C'est pour la vie. Ah, la vie, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Wow! La vie, c'est pour la vie. Alors, bien sûr que je n'ai pas laissé ça comme ça. Évidemment, j'ai demandé à Lucie, qu'est-ce que tu veux dire avec ça, Lucie? Comment, qu'est-ce que toi, tu comprends dans ça? Et ainsi de suite. Et là, elle m'avait fait un beau résumé de ce qu'elle avait, évidemment, réalisé à travers son épisode suicidaire. Et comment, aujourd'hui, elle voulait justement faire entendre, à qui voulait l'entendre, que la vie, finalement, là, c'est pour la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Il faut lui donner un sens. Il faut que la vie prenne du sens quelque part. Oui. Et ça, je pense que... Ça ferait un beau titre. Ça ferait un beau titre. Je vais demander à Lucie si elle me permettrait de prendre le titre. Oui, ça serait magnifique. Si un jour, avant de... Oui, il me reste encore quelques années, j'espère bien de m'en faire. Plusieurs. Alors, écoutez, on sent bien que cette promotion de la vie est votre fil conducteur. Et ce sera jusqu'à la fin, sûrement. Entouré d'amour, comme vous l'êtes, en plus. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Vous avez une belle histoire d'amour, vous avez des beaux enfants et vous avez laissé des belles traces de vie derrière vous. Ce livre-là, je l'espérerais en plusieurs volumes. J'espère que la vie me sera prêtée pour plusieurs années encore, parce que c'est un grand défi aussi, évidemment. Ça demande beaucoup de réflexion. Oui. Puis, mais au nom de toutes ces vies dans lesquelles vous avez passé, je voudrais vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Dominique, avec toute la chaleur humaine que vous avez apportée dans ma rencontre avec vous. Je pense que ça serait un beau souvenir pour moi également. Mais pour moi aussi. Merci infiniment. Merci.